Bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints. Aujourd'hui, nous faisons appel au regard d'une femme qui marche, qui court et qui court vite. Alors pourquoi, me direz-vous, une femme qui court? Je vous rappelle que notre invitation chez Welcome, c'est donner du sens à vos vacances. Eh bien, Magali Moreau, non seulement elle donne du sens à ses vacances, mais elle donne du sens en général à sa vie. Jugez par vous-même. J'ai compté que depuis 2006, elle avait gagné plus de 40 courses. Raid, autre trail qui constitue son terrain de jeu. C'est une vraie championne ordinaire. Enfin, une championne du monde. Amateur de tricross. Passionnée. Et de surcroît, elle est campeuse. Alors, nous avons décidé de lui demander comment elle voyait un camping qui accueille des coureurs de tout poil. Ils viennent moins pour cultiver le tour de la piscine que pour assouvir leur envie de sport. Magali, nous avons envie de connaître vos aspirations de campeuse sportive et de comprendre avec vous comment nous pouvons mieux assumer notre vocation de camping thématique auprès de clients, qu'ils soient sportifs de haut niveau ou tout simplement des pratiquants alternatifs, mais néanmoins en attente d'une expérience authentique. Magali, merci de votre présence parmi nous. Vous avez la parole pour 15 à 20 minutes. Bonjour à tous. Déjà, merci pour la confiance que vous m'accordez pour participer à cette belle expérience. Donc, je vais tout d'abord me présenter. Ensuite, je vous donnerai ma définition du rando, trail et du camping. Les catégories dans lesquelles je me retrouve en fonction de mes objectifs, où je pratique cette activité, comment je choisis un camping, et donc avec tous mes critères, quelles prestations j'attends d'un camping orienté trail rando. Alors donc je vais me présenter, donc je suis une maman de 47 ans, j'ai 2 filles de 10 ans et 13 ans, professeure de PS à côté de Nîmes. Donc j'ai plusieurs passions, donc une qui a rien à voir, c'est la pâtisserie. Donc je suis diplômée depuis 5 ans. Sinon, une autre passion, donc le voyage. Donc j'ai parcouru une partie du monde, toujours en itinérance avec mon petit sac à dos. Donc j'ai traversé donc le Venezuela, Pérou, Mexique, Canada, etc. Et j'en ai traversé certains en randonnée, donc en autonomie complète, comme la cordillère Huayhuash au Pérou. J'ai fait la traversée de Madère, la traversée de Palma aux Canaries. Évidemment, le GR20, donc je l'ai fait plusieurs fois, donc seule et avec mes filles de 7 ans et 10 ans. Donc, ce que je recherche dans mes voyages, c'est vraiment le côté convivial. Donc, je voyage toujours en camping et pour être plus près de la nature. Mon autre passion, donc, c'est la course à pied à la base. Donc, je suis coureuse depuis l'âge de 12 ans. J'ai jamais arrêté. Donc, j'ai commencé les trails et j'ai très vite été recrutée chez La Puma pour faire des raids. Donc, le raid, c'est un enchaînement de multisports, donc VTT, trail, canoë, escalade, etc. Donc, je suis restée 6 ans chez La Puma, 2 ans chez Mered et 4 ans chez Pitax Sport. Donc, on a participé à plusieurs Coupes du Monde. Ensuite, donc, je me suis mise au tricross. Donc, le tricross, c'est du triathlon nature. Donc, c'est la natation, VTT, trail. Donc, j'ai commencé en 2016 et en 2018, j'étais championne du monde amateur, toute catégorie. Et donc, je suis passée en élite en 2019. Voilà, donc la course à pied, c'est vraiment une passion pour moi. Donc, j'ai créé aussi une association donc pour des débutantes de course. Je les appelle des J'aime pas courir d'ailleurs. Donc, moi, ce que j'ai envie de transmettre, donc ce que j'aime, c'est transmettre ma passion, la course dans la nature. Et c'est vrai que les débutants commencent toujours à courir sur une voie verte trop longtemps. Donc, moi, ma méthode, c'est évidemment de leur apprendre à gérer leur temps et leur distance de course, mais surtout de courir dans la nature. Ça passe beaucoup mieux et ça fonctionne comme méthode parce que mes J'aime pas courir, finalement, maintenant, aiment courir. Et c'est vraiment un bonheur, en fait, de transmettre cette passion. Et donc, c'est pour ça que je me retrouve dans votre projet et que j'y ai répondu favorablement. Alors, ma définition, moi, du trail, rando et du camping, donc en plusieurs termes. Donc, trail rando, c'est le sport, évidemment,
nature, la découverte, le partage. Le camping, je retrouverai les termes de repos, nature, découverte, partage. Donc, on voit qu'il y a plusieurs termes similaires et deux différents, mais pourtant indissociables, donc le sport et le repos. Et comme chacun sait, chaque sportif sait que le repos fait partie de l'entraînement. Alors moi, je me retrouve dans 2 des 3 niveaux qu'on peut retrouver en trail rando. Donc c'est bon, niveau débutant, famille. Donc c'est des personnes qui auraient besoin d'être guidées, de partager, de rencontrer, d'apprendre. Moi, je me retrouve dans le niveau confirmé quand je voyage avec des amis ou avec mes enfants. Donc là, c'est courir en groupe. Pareil, on retrouve le partage, la rencontre et le fait d'apprendre. Et il y a le niveau expert. Donc ça, c'est quand je pars en stage d'entraînement. Et là, je préfère, voilà, c'est courir seul, trouver des parcours spécifiques. Et c'est vraiment un spot que, voilà, je vais rechercher des profils particuliers, en fait. Alors, où je choisis mes spots. Donc, du coup, évidemment, je recherche en priorité la nature le plus isolée possible sur mes parcours, inaccessible en voiture. J'aime bien, donc même pour motiver, hein, même quand je pars avec mes enfants, avoir un but. Donc c'est avoir passé un col, avoir une vue spectaculaire, une cascade, avoir des parcours balisés. Donc pour l'expert, c'est le côté efficace, donc ne pas chercher ses parcours et courir le plus vite possible. Et le niveau débutant, avoir un parcours balisé, c'est très sécurisant. Parcours varié, c'est donc éviter la monotonie, avoir l'opportunité d'avoir des parcours différents, dénivelés, sans dénivelé, etc. Et ça, c'est pour les 3 niveaux. Parcours sécurisé, donc c'est la sécurité passive, comme avoir accès à des points d'eau et des abris, voilà, qui peut être très sécurisant pour le coup. Alors, je vais vous parler un peu vite fait du matériel. Donc, ça paraît tout bête, mais ça peut vite sauver une randonnée ou un trail. Donc, avoir des bâtons, le petit kit de secours et la pharmacie, surtout pour les pieds. Bon, bouteille d'eau, etc., ça, c'est évident. Et après, pour plusieurs jours, donc, tout le matériel, tente, duvet, gaz, etc. Je vous en parle vite fait, mais c'est très important pourtant. Et vous verrez que dans le camping, ça va être utile aussi pour vous. Le choix d'un camping. Donc, en fait, moi, je vais choisir en priorité l'emplacement, évidemment, le lieu, pour pouvoir m'entraîner correctement. En 2, donc la piscine. Donc, la piscine, c'est la récompense de fin de journée quand on est avec des enfants. Mais en tant que sportif, c'est surtout le point de récupération. C'est vrai qu'on récupère plus vite en passant un petit moment dans un bain plutôt froid ou même dans la piscine chauffée. Ça, voilà, c'est très important. En 3, donc évidemment le calme et la bonne ambiance, l'ambiance qu'on retrouve, le partage qu'on retrouve sur les randonnées. Et en 4, évidemment, je regarde la note sur Internet, comment est noté le camping. Alors, tente ou mobil-home, là, c'est suivant la saison. En avril, quand je pars en stage d'entraînement, c'est plutôt en mobil-home et il reste du temps plutôt en tente. Pour moi, c'est plus convivial et c'est encore plus proche de la nature pour moi. Évidemment, le prix rentre en compte dedans. Alors, avec tous ces critères, donc les prestations que je vais attendre d'un camping. Donc, moi, la première chose que je fais quand j'arrive dans un camping, c'est que je vais chercher le panneau affichant les parcours balisés. Donc, ça, c'est très important d'avoir ce genre de paramètres, enfin, trouver le nombre de kilomètres, le dénivelé de la randonnée, les points de sécurité dont je vous ai parlé tout à l'heure, où se trouvent les points d'eau, les abris, le temps de parcours. C'est vrai qu'on parle plus en temps qu'en kilomètres d'ailleurs quand on est en randonnée. Un portfolio, donc là où on peut retrouver aussi à l'accueil le type de randonnée avec les terrains différents qui pourraient avoir un petit descriptif et puis des photos pour donner envie. Évidemment, le topo papier ou la carte accessible. Alors, une petite fiche faune et flore. C'est toujours intéressant, qu'on soit débutant ou pas, d'apprendre à reconnaître ce qui nous entoure, encore plus quand on est avec des enfants. Un guide ou un coach, donc avoir accès à un guide quand on est en randonnée, donc pour les personnes qui ont envie d'apprendre,
et aussi d'apprendre à randonner. Ça peut sécuriser des débutants et de ne pas se lancer un peu n'importe comment. Un coach trail, donc c'est ce que je fais moi avec mes J'aime pas courir, donc les encadrer et ne pas les lancer sur un trail trop long, leur apprendre à trailer avec des bâtons, à savoir comment on descend, comment on monte, adapter sa coulée par rapport au terrain. En fait, il y a plein de choses à apprendre et ça, j'ai découvert quand on m'a demandé d'encadrer un groupe à l'UTMB. Donc, Meryl m'avait demandé d'encadrer un groupe de trailers et donc je me suis aperçue que c'était une grosse attente des personnes pourtant qui couraient déjà, mais qui ne savaient pas adapter forcément leur foulée par rapport au terrain. Donc, ça peut être intéressant d'avoir un coach. Alors, ce que je trouve intéressant aussi, c'est d'avoir une petite liste à l'accueil des personnes, surtout quand ils sont seuls. Voilà, ils s'inscrivent pour mettre leur nom pour voilà, je veux faire telle randonnée, je veux courir à telle heure, etc. Et comme ça, du coup, ils peuvent se retrouver et courir en groupe. C'est vraiment le partage, c'est très important pour les randonneurs et les trailers. Avoir une zone de stretching pour la fin de la journée, avec soit encadré donc par un coach, soit avec une fiche pour étirer les muscles qui sont utilisés par rapport à l'activité. En plus, c'est encore une zone de partage. Et le dernier, toujours, c'est l'apéro de fin de journée. Donc là, je ne sais pas si on voit la petite vidéo. Donc la petite vidéo, c'était sur le GR20 et c'est ce moment-là qui est très important. C'est très convivial, tout le monde se retrouve sur les mêmes tables, on discute de la randonnée de la journée. Le lendemain, du coup, on repart avec les personnes qu'on a rencontrées. C'est vraiment, si je refaisais le GR20, pourtant j'ai fait plein de fois, c'est pour ce côté-là très partage. Alors, un camping donc qui me permet de randonner en toute sécurité. Donc voilà, je vous parlais tout à l'heure du matériel, ça paraît évident, mais ça sauve une rando ou un trail, donc c'est mettre à disposition du matériel, en particulier les bâtons et tout ce qui est double pot. Donc à disposition au camping, ça évite d'aller chercher en ville tout le matériel et voilà, trouver à louer ou à acheter dans le camping, ça serait une bonne idée. Évidemment, la pharmacie de premier secours, l'affichage météo pour le côté sécurité, l'affichage de la composition d'un sac pour les débutants. Ça paraît tout bête, hein, mais ça peut, voilà, des personnes ne savent pas du tout et ça peut, voilà, rassurer. Notez le nom des randonneurs qui partent seuls ou même en groupe, hein, ceux qui ne sont pas très confiants. Moi, je l'ai fait en Australie. En fait, à chaque randonnée, en fait, quand on rentre dans le parc, même sans guide, hein, on doit noter notre nom au départ de la rando. Et évidemment, on renote comme quoi on a bien terminé la rando à la fin de la randonnée. Et ça peut être un côté sécurisant aussi. Là, le camping qui me facilite la vie en tant que randonneur. Donc ça, c'est les petits plus. Donc c'est une petite navette pour accéder à un départ de randonnée. Donc évidemment, un accès bien orienté pour les départs. Un petit séchoir à linge ou à chaussures. Donc comme sur la photo, on peut voir, là c'était en Islande, que voilà, on n'avait qu'une demi-heure sans pluie. C'est compliqué, on en met partout dans le terrain. C'est pas très vendeur, il y a d'ailleurs le terrain de camping. C'est voilà. Donc avoir un petit séchoir, c'est pas mal. Un accès donc à un bassin d'eau froide, comme je vous ai parlé tout à l'heure, ou d'une piscine pour la récupération, très important pour le sportif, pour pouvoir repartir correctement le lendemain. Des tables et des chaises proches des tentes. Pour ceux qui viennent en tente, comme moi, j'ai que ma tente. Et c'est vrai que c'est assez agréable, en fait, pour pouvoir rester plusieurs jours, d'avoir une petite table et des chaises. Et le petit pique-nique proposé par le camping pour la journée. Donc, on commande le soir et on le récupère le matin. Bon, personnellement, je prends que des bars, mais la plupart mangent des pique-niques en randonnée ou en trail. Donc voilà, en conclusion, donc avec les enfants, donc, nous allons découvrir le camping Dict Trail qui est typé trail rando, donc normalement en mai. Et donc je vais mettre à disposition tout mon savoir-faire et mon savoir-être pour que ce partenariat trouve sa pleine harmonie et réalise de progrès sérieux. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté. Merci Magali.
Merci beaucoup, Magali. Je trouve que c'est très intéressant. Bon, d'abord, on a l'avis d'une experte et c'est toujours mieux et c'est toujours rassurant. Ensuite, j'ai noté plein de choses qui vont forcément venir enrichir les chartes enfin, la charte que nous éditons pour les campings qui font à la fois rando et trail. Par exemple, la zone de stretching, c'est rien du tout, c'est rien à faire en tout cas, c'est pas un investissement, mais qu'est-ce que ça paraît important parce qu'effectivement, quand on rentre le soir de la rando, on, même si on a pas mal, on a bien besoin de s'étirer. Et l'étirement, excusez-moi, l'étirement, il est valable pour les sportifs, mais aussi pour les personnes voilà, qui sont plus âgées, qui ont des problèmes de dos, etc., qui s'étirent souvent du coup. Hein. Merci. Justement, est-ce que vous pourriez préciser ce qu'elle doit avoir, la zone de stretching, à part un portique pour poser les jambes? Alors, c'est soit dans une salle, soit à l'extérieur, une zone plate, où il y a des petites affichettes, voilà, pour tel muscle, pour tel problème, on peut s'étirer comme ça. Et puis, des petits tapis, ça serait l'idéal, hein, des petits tapis qui se roulent. Voilà, enfin, ça demande pas beaucoup, mais voilà. Par contre, une petite affiche pour encadrer quand même les personnes pour éviter qu'elles fassent n'importe quoi sur les étirements, pour celles qui connaissent pas. Est-ce qu'on peut aussi avoir un peu plus de détails sur le soin à apporter aux pieds parce que c'est ça la plaie, hein, surtout quand on est débutant, comment dire, on est souvent bloqué par ses pieds. Qu'est-ce que vous recommandez plus précisément? Bon, à la base, déjà, si on est susceptible d'avoir souvent des ampoules, il faut mettre directement de l'élasto, direct, même avant d'avoir les ampoules. Si c'est trop tard, c'est les doubles pots qui sont les plus efficaces. Je sais pas si je peux faire de la pub ou pas, mais il y en a plusieurs. Hein. On connaît Compide, Epitact, mais pas seulement les petites pastilles rondes. Hein. Il y en a qui se découpent à la forme de l'ampoule qui sont plus efficaces. Et là, on remet un gros élasto dessus. Et ça, c'est très efficace. Mais pour prévenir, évidemment, il faut mettre un élasto avant. Pour ceux qui sont susceptibles, hein, sinon, évidemment, avoir des chaussures adaptées à son pied. Merci Magali. Moi, je rebondis aussi un tout petit peu. Il n'y a pas tant de questions. Je pense que tu as été vraiment précise et claire dans tes explications et dans ta présentation. Je te remercie et je pense que tout le monde a pu bien noter les axes principaux de ta présentation. J'ai quand même une question qui est sur ton choix de camping. Est-ce qu'en général, tu attaches de l'importance au nombre d'étoiles dans ton choix de camping, qu'il soit 1, 2 ou 3 étoiles, par exemple? Non. Non, le nombre d'étoiles, non. Enfin, c'est plus par rapport aux critères. Voilà, si j'y vais avec mes enfants, je vais rechercher la piscine. Si je suis seule, je vais regarder voilà, s'il y a un point d'eau pour récupérer à la fin. Mais le nombre d'étoiles, non, pas forcément, parce que s'il n'y a pas beaucoup d'étoiles, il est peut-être plus proche de la nature, hein, finalement. Mais par contre, je vais regarder les commentaires. Donc, voilà, regarder les si ça reste propre, si c'est convivial, plutôt à ce niveau-là que le nombre d'étoiles. D'accord. Et tu connais un petit peu des labels que le monde des randonneurs pourrait éventuellement suivre ou y faire attention justement dans ce choix ou toi tu... Non, d'accord. D'accord, ça faisait partie des questions sur les labels randonneurs. J'ai Bénédicte aussi qui parle du sèche-linge. Tu parlais du linge à sécher. Et, je crois que c'est vrai aussi bien pour les randonneurs à pied que les randonneurs à vélo. En tout cas, c'est l'écho que l'on a régulièrement. Donc, la présence d'un sèche-linge, c'est vraiment indispensable quand même pour toi ou Oui, ouais. Pour faire rester les personnes sur le camping, qu'elles partent avant la fin, s'il y a des mauvaises conditions. Oui, évidemment, c'est évident qu'il faut un séchoir. Pour les chaussures, d'ailleurs, ça éviterait les ampoules d'avoir un séchoir pour les chaussures. Parce que si on part le lendemain avec des chaussures mouillées, on a plus de chances d'avoir des ampoules. Mais oui, sinon, voilà, c'est ce que je montrais en photo. Il y a du linge de partout. C'est pas très vendeur pour le camping. Et puis bon, c'est assez pénible pour le trailer ou le randonneur de repartir avec des affaires mouillées le lendemain. D'accord, entendu. Et j'ai d'autres remarques aussi par rapport à ce dont tu as parlé sur toute la partie stretching. Si on revient sur cette petite partie-là, est-ce que
en ce qui concerne les stretching, les étirements à faire et puis en ce qui concerne le soin des pieds, est-ce que tu penses que tu pourrais éventuellement nous faire suivre une petite liste d'étirements à suivre et puis voilà. Et pareil pour la pharmacie, c'est ce qui nous est demandé par Delphine. Ouais, bien sûr, je fais ça. D'accord. Donc on note tout ça. Et puis, dans les questions aussi dont je continue à prendre connaissance, c'est est-ce que toi, tu attaches de l'importance quand tu randonnes sur la partie patrimoniale et culturelle de la destination? Ou est-ce que tu es vraiment que dans le côté nature et ça va peut-être moins t'intéresser? Non, quand je vais randonner ou trailer, je suis plus le côté nature. Hein. Après, si je voyage, le patrimoine, c'est plus quand je voyage autrement. Enfin, je fais pas forcément de la randonnée ou non. D'accord. Mais voilà, j'ai deux façons de voyager. Ah, bon, après, je suis enseignante, hein, comme vous avez entendu, donc j'ai un mois pour m'entraîner, un mois pour faire. C'est parti des privilégiés. Mais ceci dit, enfin, j'ai beaucoup de copines qui randonnent, mais qui sont très patrimoine aussi. Hein. Mais c'est vrai que dans la plupart, c'est de mes amis avec qui je randonne, on est c'est randonnée, nature, s'éloigner le plus possible des personnes et en prendre plein les yeux, quoi. D'accord. Alors, on peut en prendre plein les yeux avec le patrimoine aussi. Hein. Oui, évidemment. J'ai Fabienne aussi qui rebondit sur le type de location. Tu pars plutôt en ce qu'on appelle en locatif dans notre jargon à nous, ou tu voyages bien en tente, même dans les campings? Non, tout en tente. En fait, en avril, quand j'ai souvent un stage d'entraînement en avril, et là c'est en mobil-home, mais sinon c'est toujours en tente. Hein. Bon, pour le côté financier aussi, mais je trouve ça plus convivial et plus proche de la nature. Quoi, j'aime ce côté camping en fait, hein. Tente. Je vais mettre dans ma tente. D'accord. Eh ben, c'est super. Je crois que déjà, il y a plein de monde qui rebondissent et qui t'invite. Tu seras la bienvenue à Gérardmer. On fera un débrief ultérieurement aussi. Et j'ai une question de Nicolas qui rebondit sur les randonneurs qui, quand ils voyagent seuls, et tu disais que c'est peut-être pas mal qu'il y ait à un endroit du camping la possibilité de vous retrouver ou qu'il y ait une liste de randonneurs. Est-ce que d'imaginer une application, tu connais ça, ou une application qui vous permet de vous retrouver entre randonneurs quand vous voyagez seul, ça existe déjà? Oui, ça existe sur Facebook. Il y a beaucoup de groupes de randonnée. Hein. J'en fais partie aussi. Mais là, du coup, alors soit vraiment insister sur le fait que ce camping-là propose des points de rencontre pour les randonneurs, ou le mettre, je sais pas, créer un site, l'afficher sur Facebook dans un groupe. Là, dans ce camping-là, on peut se donner rendez-vous. Mais ça, c'est vraiment, il y a beaucoup de personnes, qui aiment voyager, qui aiment randonner, et même dans un couple, il y en a un qui aime, l'autre n'aime pas, donc du coup, ça permet de se lancer dans la randonnée. Et rien que sur le GR20, il y a plein de personnes qui partent seules, mais personne ne finit seul, à la fin. Et c'est, du coup, les gens se lancent vraiment plus facilement, parce que ce GR20, c'est vraiment très connu, en fait. Et ça, je l'ai vu l'année dernière, parce que je l'ai refait l'année dernière. Et c'est ce côté convivial. Et même nous, on était en famille, on partait le lendemain avec 2 autres personnes et on fait un bout de chemin ensemble. C'est top, quoi. Oui. Et est-ce que tu n'hésites pas justement à t'écarter de ces GR quand tu repères éventuellement des campings qui sont un petit peu plus loin, parce qu'on a des super campings qui ont justement cette activité de randonnée ou de trail qui sont pas forcément sur des GR. Est-ce que toi, dans ton choix justement de destination, tu fais éventuellement des détours, ou comment tu vois ça? Après, si je suis sur une boucle de randonnée, forcément, je reste sur ma boucle. Je randonne pas forcément dans les campings. Mais quand je vais dans un camping, c'est que je parcours en étoile. Hein. Donc je reste et puis je fais des allers-retours et je visite vraiment ce coin-là. C'est deux façons différentes de randonnée. Quoi. D'accord, ok, je comprends. Je regarde en même temps si on a d'autres questions. Oui, on a à nouveau Raphaël qui pose la question sur les boucles. Il me vient une interrogation. Comment ça se passe au juste au départ d'une randonnée, quand les gens en quelque sorte se donnent rendez-vous, mais qu'ils ont un niveau complètement différent? C'est-à-dire que toi, on comprend que tu marches et tu cours et tu vas vite, et puis il y en a d'autres qui sont vraiment pas au même niveau. Et dans la pratique, comment ça se passe? Je suppose que c'est pas tellement intéressant d'attendre les autres, ou pour ceux qui n'ont pas la capacité d'avancer plus vite. Et
Et tu dis à la fin de la journée, on arrive ensemble. Alors, dans la réalité, comment ça se joue tout ça? Bah, en fait, en rando, ça dépend de l'objectif qu'on a, en fait. Soit on a un objectif d'y aller à fond, de se donner, et là, dans ce cas-là, on s'inscrit pas forcément sur les listes, où il faut mettre plusieurs listes, et voilà, niveau expert, niveau, voilà, et on donne un peu les temps. Ben, moi, cette randonnée, je l'ai fait en tel temps, et voilà. Mais après, si on s'inscrit sur une randonnée sans vraiment connaître, c'est qu'on sait qu'il y a un risque d'attendre les personnes. Mais enfin, en randonnée, il y a le côté vraiment partage et convivial et découverte. Il y en a qui prennent des photos, même s'ils marchent vite, il y en a qui prennent des photos, donc ils prennent plus de temps. Voilà, c'est soit on est performant et puis ben là on s'inscrit pas forcément, soit on se lance et puis enfin moi, si je m'inscris sur un site sur Facebook et je dis bah je viens faire la randonnée avec vous, je sais qu'il y a un risque ou que je risque d'attendre, mais c'est pas grave quoi. J'y vais pour rencontrer des personnes et pour partager un moment avec eux. D'accord. Et j'ai Nicolas qui demande comment tu choisis tes destinations, quelle est ton inspiration, alors peut-être en tant que sportive maman, sportive un peu plus aussi aguerrie, comment tu choisis tes destinations? Bah, en fait, ça dépendait. Quand j'ai eu les enfants en bas âge, je cherchais des destinations les plus courtes possibles, donc les îles. Donc c'est pour ça que j'ai fait les Canaries, Madère, etc. Parce que j'avais qu'une semaine en fait pour moi. Donc il fallait aller plus vite. Après, avant d'avoir mes enfants, eh bien, j'avais évidemment mes 2 mois de vacances, donc je partais plus longtemps. Mais après, mon but c'est de voyager dans tout le monde et j'ai pas forcément de critères. Je veux voir les plus beaux coins du monde. Donc et en France, tu as des régions où tu vas habituellement? En France, oui, j'ai la région. Enfin, quand je m'entraîne, je vais souvent à l'Estérel parce que c'est un spot d'entraînement pour le VTT qui est intéressant et pour le trail. Mais voilà, parce que voilà, c'est une habitude que j'ai prise. Mais après, voilà, si on me montre un autre coin, ben, j'irai forcément. Voilà, cet été, j'ai découvert le haut des écrins et voilà, j'ai adoré aussi. C'est en fonction des photos que je retrouve, mais voilà, ce qu'on me donnait envie en fait. D'accord, tout à fait, tout à fait. Et forcément, si je veux faire du trail et que j'ai besoin de dénivelé, je vais pas forcément aller dans les Landes. Ça va être plus de la promenade, ouais, tout à fait. Ben, ça dépend. Hein. Si je prépare un 10 km sur route, ça m'arrive d'aller voilà, dans les Landes aussi. Enfin, ça dépend de mes entraînements et de ce que je recherche, hein, forcément. D'accord. On a Raphaël qui redemande le nombre de kilomètres que tu recherches sur les boucles en étoile quand tu vas. Alors, en randonnée ou en trail hein, déjà j'ai envie de te dire pour les deux. De toute façon, il faut que les trails, les randonnées, elles fassent entre 10 et 40. 40, c'est vraiment le max. Enfin, c'est en trail plus en trail. Mais 10, c'est le chiffre voilà, que les gens aiment bien. Il y a beaucoup de courses de 10 km. C'est vrai que 8, on trouve jamais ça. Oh, c'est trop court. 12, oh là là, c'est trop, je peux pas. Mais le 10, ça fonctionne bien, quoi. D'accord. Et est-ce que tu connais l'application Catcha là, il y a plusieurs personnes qui parlent de cette application apparemment qui permet, entre autres aux randonneurs, mais pas que, de se retrouver. Voilà, non, je la connaissais pas. C'est en train d'être échangé par écrit, donc je t'en fais part. Ouais. Non. C'est vrai que pour l'instant, je connais ces applications, mais pour l'instant, j'ai mon groupe de copains avec qui je m'entraîne et puis bon, quand je m'entraîne seule, je suis seule et voilà, je suis à mon rythme en fait. Et voilà, comme j'étais passée en élite, forcément, je cherche pas forcément les groupes. Mais voilà, je sais que plus tard, ça m'intéresserait vachement. D'accord. Intéressant, joli. Bon, il me semble que c'est une très très belle conférence, un très bel échange autour de l'exploitation de la rando. Enfin, rappelons, la rando, c'est la première raison de venir en camping quand on fait du thématique, de très loin. C'est à la portée de tout le monde, qu'on soit jeune ou vieux, sportif ou simplement enthousiaste. Et je trouve que c'est très très intéressant de voir que effectivement
On ne peut pas s'improviser camping accueillant des randonneurs. Il faut y penser un peu. Il faut avoir des attentions spéciales. Il faut juste soi-même certainement être concerné par la rando et y mettre du cœur. Tout simplement, c'est à la fois du bon sens et du professionnalisme. J'ai été passionné par ce que j'ai entendu ce matin. Juste comment dire, le manifester et remercier notre invité, lui dire que c'est vraiment génial et on attend la suite de ses aventures puisque elle va aller dans un camping welcome, on va tourner du film, elle va témoigner, elle va aussi donner son avis objectif de pratiquants et d'amateurs. Et puis forcément, on le mettra, comment dire, on le mettra sur le web et puis tout le monde pourra le partager. Merci beaucoup. Oui, je crois qu'on a eu des réponses et des solutions, des ouvertures, des réflexions. Je pense que ça a plu à tout le monde et je rejoins Didier sur le fait que la randonnée est accessible à tous, même si toi, tu nous montres des niveaux qui sont encore au-delà. Mais on va continuer à accompagner tout le monde sur la randonnée et sur le trail. Après, voilà, c'est très important quand même d'accompagner les personnes, en fait, qu'elles se sentent en sécurité. Il y en a beaucoup qui n'osent pas, hein. Comme ce que je vous disais avec mes trailers, enfin mes débutantes, hein, il a fallu que j'aille les chercher quand même pour qu'elles viennent courir avec moi, parce que donc elles ne vivaient pas ça. Mais quand on montre en fait, voilà, que c'est possible, que c'est accessible à tout le monde, voilà, mais il faut pas faire n'importe quoi. Il faut être encadré quand on est débutant, et donc après on arrive à se lancer. Maintenant, elles vont courir sans moi. Mais à la base, voilà, elles voulaient pas courir, non, j'aime pas ça, et voilà, c'est leur montrer que si on peut, c'est facile, tout le monde peut le faire, mais on ne fait pas n'importe quoi. Voilà. Il faut les il y a d'autres remarques. L'aspect sécurité qui est très important quand même à un moment donné. La sécurité, de quoi sécher le linge et le pique-nique pour la journée quand on part en rando. Est-ce qu'on peut terminer sur ça? C'est super. Merci beaucoup Magali. Merci à vous. Merci à tous et merci à tous ceux qui ont été avec nous. Au revoir. Merci. Au revoir. Merci à tous. On va fermer la conférence. Le chat reste ouvert un moment, donc vous pouvez continuer à échanger par chat. Et puis on se retrouve très bientôt pour une nouvelle émission. Vous avez des petits campings. Merci à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.